Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet particulièrement complexe qui touche vraiment aux équilibres au Moyen-Orient. Oui, bonjour. On va parler d'une réunion internationale importante sur Gaza et surtout d'une absence très remarquée. Exactement. Une réunion initiée par les États-Unis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Avec du beau monde autour de la table. Oh oui, la liste est longue. Turquie, Qatar, Arabie Saoudite, Égypte, mais aussi l'Indonésie, le Pakistan, la Jordanie, les Émirats arabes unis. Un groupe assez hétéroclite réuni pour discuter de l'avenir de Gaza. C'est ça l'objet officiel, après presque 2 ans d'une situation dramatique. Une situation que certains documents n'hésitent pas à qualifier de guerre d'extermination, et Washington qui parle d'une initiative remarquable et fructueuse. Remarquable, peut-être, fructueuse, ça, on verra. Mais ce qui saute aux yeux, immédiatement, c'est cette chaise vide, celle de l'Algérie. Oui, l'Algérie, acteur régional clé, soutien historique des Palestiniens, absente. Et c'est ça qui interroge, forcément. Pourquoi ? Pourquoi cette absence alors que le sujet est si crucial, si central pour Alger? C'est vraiment la question qu'on va essayer de décrypter. Et les avis divergent, si on regarde un peu les analyses. La version qui circule côté algérien, c'est un refus de principe. Un refus de principe, c'est-à-dire? Participer à une réunion sous égide américaine, alors que Washington est vu comme le principal soutien d'Israël. Et surtout, utilise son veto à l'ONU pour bloquer toute résolution un peu contraignante. Pour Alger, c'était non. Ce serait cautionné, en quelque sorte. Oui, on touche là au nœud du problème, ce paradoxe que plusieurs sources soulignent. Comment est-ce que la puissance qui, d'une certaine manière, maintient le statu quo via son veto, peut ensuite se présenter comme un médiateur crédible pour, disons, l'après? C'est ça, la contradiction est flagrante pour Alger. Et fidèle à sa ligne historique, l'Algérie refuse d'entrer dans ce jeu-là. La cohérence d'abord, on dirait. Une cohérence qui s'appuie sur une méfiance assez ancienne, non? Vis-à-vis des solutions occidentales, surtout américaines, pour ce conflit. Tout à fait, c'est ancré. Alger a toujours plaidé, et ça ressort dans les documents, pour une approche différente. D'abord, une solution entre Palestiniens, et ensuite, un soutien arabe fort et l'uni. Une vision très axée sur la souveraineté, qui refuse les cadres imposés ou jugés biaisés dès le départ. D'accord, c'est une posture de principe forte, c'est clair. Mais bon, la diplomatie, c'est aussi l'art du possible, n'est-ce pas? Est-ce qu'en refusant de s'asseoir à la table, même si elle est imparfaite, même si certains invités sont discutables, est-ce que l'Algérie ne prend pas le risque de s'isoler, de ne plus avoir de prise, même minime, sur les discussions? Ah, l'éternel débat. Les grands principes contre le pragmatisme. C'est classique en relations internationales, mais l'analyse qui semble dominer à Alger va plus loin, je crois. Ce n'est pas juste une posture, c'est une dénonciation frontale de ce fameux double standard. Le 2 poids 2 mesures. Exactement. Comment voulez-vous discuter sérieusement d'un plan pour Gaza avec une puissance qui, potentiellement, fournit les moyens militaires qui y causent des ravages et qui bloque toute action significative à l'ONU? Pour Alger, la crédibilité américaine sur ce dossier est proche de zéro. Y aller, ce serait légitimer ça. Et cette critique, elle ne vise pas que Washington, si je comprends bien. La composition même de la réunion pose problème à Alger. Oui, absolument. C'est un point essentiel qui revient souvent. Quand on regarde la liste des pays présents, beaucoup, et pas des moindres, sont engagés dans la normalisation de leurs relations avec Israël. Je pense aux Émirats, par exemple. Et la question qu'Alger pose de manière implicite, mais assez claire, c'est comment des États qui normalisent avec Tel Aviv en pleine crise à Gaza peuvent-ils être les garants sincères, les protecteurs crédibles des droits des Palestiniens? Ah oui. Vu comme ça, la perspective change. La réunion apparaît moins comme une tentative de paix que comme une sorte de coquet, consolidation d'un certain axe. Celui de la normalisation, comme le disent certaines analyses. Et pour Alger, participer, ce serait cautionner cet axe-là. Précisément. Ce serait entrer dans une logique qu'Alger rejette totalement. Une logique perçue comme sacrifiant la cause palestinienne pour d'autres intérêts, géopolitiques, économiques. Donc le refus algérien, c'est un acte politique fort. C'est dire, on ne participe pas à cette partie de jeu jugée, suspecte et alignée sur d'autres intérêts. On n'est pas dupe en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Votre jeu, on ne le joue pas. Ce qui nous conduit à l'interprétation, disons, la plus positive pour Alger, celle qui voit cette absence non pas comme une faiblesse, mais comme une affirmation. Une affirmation de souveraineté, de leadership moral peut-être.
En se tenant à l'écart, Alger se distinguerait, renforcerait son image de défenseur intransigeant des Palestiniens. Oui, c'est l'idée. Un gain en prestige, en crédibilité, notamment auprès des opinions publiques arabes, mais aussi dans le Sud global. C'est une thèse qu'on retrouve. Se tenir hors de ce qui est perçu comme un piège diplomatique? Exactement. Une réunion vue comme biaisée d'avance, rester en dehors permettrait à Alger de conserver cette aura, cette image de gardien des principes. Dans cette lecture, l'absence n'est pas un vide, c'est un message. Un message fort qui dit qu'il existe une autre voie, une autre vision. Une vision qui ne passe pas par les compromis dictés par Washington ou par ceux qui ont normalisé leurs relations. Tout à fait. Et ça te résonnait, bien sûr, surtout dans le contexte actuel. Oui, mais... Et c'est là que d'autres analyses, plus critiques, interviennent. Ce prestige moral, est-ce qu'il se traduit en influence politique concrète et immédiate? La crédibilité, c'est une chose, mais peser sur les décisions, c'en est une autre, non? C'est le cœur du problème. Pendant qu'Alger cultive sa différence, son image, eh bien, des discussions ont lieu ailleurs, des plans sont peut-être ébauchés, des décisions prises. Sans elle, le risque, souligné par certains, c'est de devenir un spectateur. Respecté, certes, mais un spectateur quand même, plutôt qu'un acteur. C'est tout le pari et l'ambiguïté de cette stratégie. La politique de la chaise vide remarque les esprits à court terme, c'est sûr. Ça crée un clivage. Mais sur le long terme, l'histoire diplomatique montre souvent les limites de cette approche. Combien d'acteurs se sont marginalisés en refusant de participer à des processus, même imparfaits? Est-ce que le prestige gagné compense la perte d'influence directe sur le déroulement des événements? C'est une question vraiment difficile. On sent bien le dilemme, c'est presque cornélien. D'un côté, affirmer ses principes, rester fidèle à ses valeurs, quitte à s'isoler un peu. De l'autre, accepter de jouer le jeu, même s'il est imparfait, avec des acteurs contestables, des compromis difficiles, pour essayer d'influer de l'intérieur. Exactement. Avec le risque de diluer son message, de paraître cautionner ce qu'on rejette fondamentalement. C'est une tension permanente. Et sur ce dossier précis, la réunion sur Gaza, le choix d'Alger était clair. C'est le refus. Un refus assumé qui découle d'une analyse stratégique précise de cette initiative-là dans ce contexte-là. Ils ont dû peser le pour et le contre. Et la conclusion a été que les risques de la participation l'emportaient sur les bénéfices potentiels. C'est un calcul politique, pas juste une posture morale, je pense. Et au-delà du cas algérien, cette situation met en lumière des questions plus larges sur la médiation internationale aujourd'hui, non? Quand la puissance qui organise la médiation est elle-même perçue comme partie prenante du conflit par beaucoup d'acteurs. Comment établir la confiance? La région, comment peut-il être accepté par tous comme neutre et impartial? C'est fondamental. Ça remet en cause la viabilité de certains formats de négociation, dominés par des puissances dont les agendas sont eux-mêmes source de tension. Oui, l'absence algérienne, qu'on soit d'accord ou pas avec, elle met le doigt sur cette faille. Quand le pompier est suspecté d'être aussi un peu pyromane, c'est compliqué. Très compliqué. Ce qui nous laisse, après avoir exploré ces différentes analyses, avec une interrogation pour l'avenir. Face à ces cadres de discussion jugés inacceptables ou biaisés, quelle est l'alternative pour les États qui, comme l'Algérie ici, choisissent le refus? Quelle marge de manœuvre reste-t-il? Comment transformer un non, même un non de principe très fort, en une proposition constructive? Passer du refus à l'alternative. C'est ça le défi. Le refus peut être une étape nécessaire, une affirmation identitaire forte, mais pour peser réellement, il faut souvent proposer autre chose. Quelle initiative alternative? Quel autre cadre de discussion, jugé plus légitime, plus équilibré? C'est facile à dire, mais très difficile à construire. Rester sur le seuil, c'est une chose. Bâtir une autre maison, c'en est une autre. Exactement. Et pour l'instant, on voit surtout la complexité du problème et les raisons du refus algérien. La solution alternative reste à inventer, ou du moins à rendre opérationnelle. Une question qui reste donc ouverte. Merci beaucoup pour cet éclairage très riche. Merci à vous.